Merci. Bonjour. Donc moi j'ai eu le sommeil en réanimation. Je remercie le comité scientifique de m'avoir donné ce sujet pour lequel j'ai eu l'impression d'être hors sujet dans une session concernant la sédation en réanimation. Mais ça m'a fait poser beaucoup de questions. J'ai très peu de réponses, mais donc je vais vous poser les mêmes questions. Ça va être un topo un peu théorique sur le sommeil, mais finalement assez intéressant. Alors pourquoi le sommeil en réanimation? Parce que tout le monde le sait intuitivement. On ne dort pas en réanimation. Il n'y a pas que le réanimateur qui ne dort pas, mais les patients ne dorment pas. Il y a des perturbations du sommeil en réanimation. Pourquoi? Alors, parce que, indépendamment de pathologies préexistantes du sommeil qui peuvent exister chez l'enfant et qui sont probablement assez fréquentes, il y a une maladie aiguë, une pathologie aiguë qui emmène ce patient dans un environnement très agressif à qui on va faire des traitements très agressifs. Tout ça va être source de douleur et donc il va falloir sédater le patient. Et puis apparaît un concept en médecine adulte qu'on n'a pas encore nous en pédiatrie, c'est le délire. Il faudra qu'on en parle aussi. Mais tout ça va faire qu'il y a des perturbations du sommeil en réanimation. Ça paraît évident et pourtant vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de données là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas? Là c'est pareil, il y a plein de données sur les conséquences d'un manque de sommeil, très rapidement. Des conséquences franchement importantes, immunitaires, métaboliques, sur le catabolisme, sur tout ce qui est les fonctions cognitives, la douleur, l'anxiété. Donc tout ça c'est bien documenté, c'est bien connu, ça arrive très vite. Et puis chez l'enfant, il ne faut pas oublier que il y a une phase constante de maturation cérébrale et que donc il y a certainement des effets importants du manque de sommeil, mais qui sont là pour le coup moins bien décrits. En réanimation, voilà le problème à mon avis. On parle de conscience, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Alors, on parle, il y a des patients qui sont dans le coma, il y a des patients qui arrivent dans le coma, c'est leur maladie. Ceux-là, souvent, il faut qu'on les sédate fort, la plupart du temps, notamment quand ils ont de l'œdème cérébral. Donc, ceux-là, ils sont sédatés. C'est pas une grande proportion, en tout cas hors traumatisme crânien. Il n'y en a pas tant que ça. La majorité des patients en réanimation, ils sont sédatés, la majorité, malgré tout, pour adaptation aux thérapeutiques. Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils sont sédatés? On dit qu'ils dorment, aux transmissions, ils dorment bien. Ouais. Mais en fait, est-ce qu'ils dorment? Moi, je n'en suis pas certain. En tout cas, je vais vous montrer qu'on n'en est pas certain. Et puis en fait, probablement ce problème-là, il est central. On commence à parler de sommeil maintenant dans la littérature adulte essentiellement, très peu encore dans la littérature pédiatrique. Et je vais vous faire un tour de tout ça. Ça va être un petit peu exhaustif, en tout cas laborieux, mais c'est important de le savoir. Alors qu'est-ce que c'est que le sommeil? Le sommeil, c'est ce qui nous empêche de nous lever le matin. C'est une suspension réversible de la conscience. C'est-à-dire qu'on arrête les interactions, ou on diminue les interactions, en tout cas avec l'extérieur. C'est quelque chose de réversible, spontanément, à la fin du sommeil, et on peut être réveillé, à la différence du coma. Alors comment est-ce que ça marche? C'est en fait un équilibre très très complexe de neurotransmetteurs au niveau de certaines structures cérébrales, notamment la formation réticulée. C'est les mêmes structures qui sont impliquées dans les comas. Donc un équilibre de neurotransmetteurs qui va faire qu'on est éveillé et pas endormi, ou bien endormi et pas éveillé. Et alors ça, ce système-là, il est régulé par deux systèmes. Alors, le rythme circadien que vous connaissez, qui est le fait qu'en fait, on adapte son sommeil en fonction de la luminosité et de la lumière. Alors, il y a un contraste jour et nuit, et il y a des variations saisonnières qui font partie du rythme circadien. Cet effet-là est médié par la mélatonine. Il y a un deuxième système de contrôle, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est lié à la pression de sommeil. La pression de sommeil, c'est le fait que si je n'ai pas assez dormi la fois précédente, je vais dormir plus après. Donc c'est une adaptation de l'organisme spontanée par rapport à sa dette de sommeil. Donc ça, c'est une régulation extrêmement complexe en milieu naturel, et vous imaginez que il y a déjà, on imagine tous les facteurs qui peuvent perturber le sommeil à l'hôpital, et puis en réanimation encore plus. Ça donne quoi chez l'adulte, ça, le sommeil normal? Il est uniquement diurne, en théorie. Il est de durée totale très variable. Il y a des adultes qui dorment 3 heures, il y en a qui dorment 8 heures. Mais il a toujours la même architecture de base. Et cette architecture, elle est importante pour assurer la qualité du sommeil. C'est des cycles récurrents d'environ 90 minutes qui comportent du sommeil non-rapid eye movement et du sommeil rapid eye movement ou paradoxal. Donc le NREM, le Non-Rapid Eye Movement, c'est le sommeil
qui est le plus long en durée, en proportion, et lui-même est scindé en sommeil léger et sommeil profond. Alors il y a 4 stades, tout ça c'est des stades EEG. Maintenant on n'en fait plus que 3. Je vais vous le montrer sur un schéma juste après. Dans le sommeil paradoxal, il y a une inhibition musculaire, uniquement les muscles du diaphragme et des yeux. Et ces 2 types de sommeil se complètent lors du cycle de sommeil et ont chacun son importance avec des fonctions de restauration, essentiellement, et chez l'enfant probablement de croissance. Voilà, quand on schématise ce que ça donne chez un adulte, on a ce qu'on appelle un hypnogramme, avec là 4 cycles de sommeil qui sont représentés. Ça commence en bas, en haut à gauche, par du sommeil léger, 2 stades de sommeil léger, puis du sommeil profond. Ça se termine avec un cycle de rapid eye movement, du sommeil paradoxal, qui est très bref. Puis on passe au 2e cycle, là aussi il y a du sommeil léger, du sommeil profond, un peu plus de rapid eye movement, pareil. Et puis, progressivement, sur les cycles suivants, il n'y a plus du tout de sommeil profond, il n'y a que du sommeil léger, et il y a de plus en plus de sommeil paradoxal. Donc, je passe un peu sur ce qui se passe pendant ces sommeils-là, mais ce qui est important, c'est de savoir que si on n'a pas ces cycles-là de cette façon-là, le sommeil n'est pas de bonne qualité. Chez l'enfant, c'est évidemment encore plus compliqué. On a affaire à des âges différents, et on passe d'un nouveau-né qui dort tout le temps, quasiment tout le temps, qui va se réveiller uniquement pour manger, donc il n'y a quasiment pas de contrôle circadien chez le nouveau-né. A priori, il y en a un peu quand même. Et puis le nourrisson va réussir à faire 2 siestes dans la journée et puis être réveillé le reste du temps. Il va dormir quand même beaucoup la nuit, il va se réveiller encore la nuit. Et puis plus il va grandir, plus l'enfant va ne plus dormir la journée et dormir de plus en plus tard la nuit et de moins en moins longtemps, mais avec un sommeil qui est censé être continu. Là-dessus intervient le rythme circadien et des variations en fonction du sexe, des habitudes, du mode de vie, et une grande variabilité individuelle, un peu comme chez l'adulte aussi. Alors comment est-ce qu'on arrive à tout ça, que ce soit chez des sujets normaux ou en réanimation? On évalue le sommeil, la seule façon de l'évaluer correctement et quantitativement ainsi que qualitativement, c'est la polysomnographie. Alors, tout le monde connaît la polysomno, c'est des électroencéphalogrammes, des électromyogrammes, un électrooculographie, des paramètres cardio-respiratoires, tout ça enregistré en même temps de façon continue, sur au moins 24 heures pour que ça soit significatif. C'est long, ça prend du temps, c'est très cher, et en pratique, c'est très difficile à faire. Mais c'est le gold standard. On peut faire autrement, mais c'est moins fin. En l'actigraphie, c'est un petit système qu'on branche sur le poignet, qu'on accroche au poignet comme une montre, et puis ça enregistre les mouvements du poignet. Avec ça, c'est simple, on dort pas, si on bouge, on dort pas, si on bouge pas, on dort. Alors c'est pas très fin. L'index bispectral, il n'est pas validé en ce qui concerne l'évaluation de la sédation en réanimation, il est utilisé en anesthésie. Ça reste à définir, c'est des 2 électrodes frontales, donc c'est assez fruste, mais ça pourrait être intéressant. Puis enfin, il y a les échelles cliniques, les scores de sommeil, où on se rend compte qu'en fait, c'est très mal corrélé avec le sommeil. Non seulement il n'y a pas d'évaluation qualitative, mais même en termes quantitatifs, on se trompe souvent quand on fait des corrélations avec les polysomnographies. Il n'y a que ça. Mais avec ça, on arrive à déterminer des perturbations du sommeil qui peuvent être soit quantitatives, soit qualitatives. Alors quantitative, c'est on dort moins longtemps. Le sommeil est fragmenté. Ça veut dire qu'on se réveille souvent et on dort la journée au lieu de dormir la nuit quand on est adulte. Les perturbations qualitatives, c'est qu'on arrive à se rendre compte que finalement le sommeil n'est pas efficace parce qu'il manque l'architecture dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je vous fais un petit tour de la littérature adulte. C'est un passage obligatoire parce qu'il y en a beaucoup plus que la littérature pédiatrique. Et voilà, en résumé, ce qu'on a retrouvé, ce que les adultes ont retrouvé. Tout d'abord, avec des études polysomnographiques, il y a une grande variabilité du temps total de sommeil en réanimation. Ça va de 3 heures à 19 heures suivant les études, sur 24 heures, ce qui veut dire que très probablement la plupart du temps, les adultes en réanimation dorment moins longtemps, dorment la journée. Ils ont un sommeil fragmenté avec 2 à 10 réveils par heure. Ils ont une baisse du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Et ils ont donc parfois jusqu'à 50% de leur sommeil qui survient le jour. Donc ça, c'est très clair. Il y a eu pas mal d'analyses subjectives qui font donc appel à des tests d'estimation clinique de sommeil.
Donc il y a des corrélations qui sont très mauvaises, avec au moins 25, même plus parfois, de corrélations avec les estimations faites par les infirmières. Et par contre, les survivants des soins intensifs adultes rapportent le manque de sommeil comme un des faits majeurs marquants de leur séjour, avec les réveils, la douleur, l'anxiété, les cauchemars, tout ce qui va avec, quelque chose qui peut persister plusieurs mois après la sortie, ce qui est appelé le stress post-traumatique. Peu importe, mais en tout cas, c'est un fait marquant pour les survivants. Alors, les adultes, ils ont déroulé tout ce qui peut gêner, tout ce qui peut interférer avec le sommeil en réanimation. Alors, la ventilation mécanique a été très étudiée. Probablement, elle est responsable de fragmentation du sommeil, d'apnée centrale, plus fréquente lorsqu'on ventile en pression, mais c'est probablement lié à des problèmes d'hyperventilation et d'asynchronie. Il y a des études qui montrent que lorsque le mode utilisé favorise la synchronie avec la machine, le sommeil est de meilleure qualité. Les effets des médicaments en réanimation adulte toujours, ils ont tous des effets sur le sommeil, quel que soit le médicament. Ils perturbent le sommeil. Alors je vous ai mis l'exemple des benzodiazépines parce qu'on va en reparler, c'est la sédation. À faible dose, alors c'est très bien connu, il y a une diminution du temps total de sommeil, une fragmentation du sommeil et une diminution du sommeil profond. Donc le patient sous benzodiazépine, il ne dort pas. À forte dose, il y a des ondes delta, les mêmes ondes qu'on voit dans les encéphalopathies. Et progressivement, plus on monte les doses, plus on a une abolition proportionnelle donc de l'activité corticale jusqu'à avoir une activité nulle. On connaît ça, c'est le coma thérapeutique. Et alors il y a plein d'études sur l'effet de l'environnement sur la qualité du sommeil, le bruit, la lumière, les interventions de l'équipe. Et là, évidemment, c'est très clair, hein, il y a une grande perturbation du sommeil avec tout ça. Ça, c'est chez l'adulte. Chez l'enfant, il n'y a pas grand-chose. Il y a 9 études qui ont été résumées. J'ai eu de la chance pour ce topo par une grande revue, une super revue, que je vais vous résumer maintenant, et un éditorial très récent. Alors, évidemment, comme toujours, l'adulte et l'enfant, c'est pas pareil. Mais les études chez l'enfant sont difficiles à obtenir. Alors, il y a eu la première étude, c'est en 1994 sur des grands brûlés, polysomnographie, 11 patients. Donc de 1 an à 16 ans, donc c'est pas tout à fait pas les mêmes tranches d'âge, à qui on a fait 2 polysomnographies par semaine, jusqu'à la sortie, ce qui fait 43 polysomnos. Alors, le temps de sommeil total, 10 heures par 24 heures, donc c'est bas, et 20% ou 19% n'ont pas de sommeil paradoxal, et 40% n'ont pas de sommeil profond. Donc, il y a déjà une altération de l'architecture également du sommeil. La même équipe a fait un grand protocole avec qui ils ont publié 5 ou 6 articles. Une étude prospective randomisée dont l'idée c'est de comparer chez 40 enfants brûlés, dont 13 seulement sont ventilés, de 3 à 18 ans, de randomiser au bout d'une semaine de réa et d'étudier l'effet de 2 sédatifs qui ne sont pas des benzos, le zolpidem et l'halopéridol, après une nuit contrôle. La nuit contrôle se passe sous midazolam, morphine ou méthadone. À ces enfants-là, ils font une nuit contrôle, puis après ils font une polysomno 3 nuits, soit sous l'un, soit sous l'autre, et ils sont leur propre contrôle les 3 nuits d'après. Cette étude, elle est intéressante déjà pour les résultats de la nuit contrôle. Il y a 4 heures de temps de sommeil total, en moyenne. Il y a 25 réveils par heure en moyenne. Il y a un temps de sommeil de stade 1, c'est-à-dire du sommeil léger, de 13% contre une normale à 3%. Et un temps de sommeil profond de 1,6% contre une normale à 21%. Et le sommeil paradoxal aussi, il est diminué. Donc en fait, ça confirme bien l'impression qu'on avait. Les études sur les 2 médicaments en question, le zolpidem, c'est un sédatif non benzo, qui augmente le nombre de réveils, mais qui peut-être a une tendance à augmenter le temps total de sommeil et qui probablement restaure un petit peu l'architecture du sommeil. L'halopéridol, c'est l'aldol, augmente le temps de sommeil total, mais on n'a pas de détails sur le reste, sur l'architecture du sommeil. La même équipe, toujours avec la même étude, le même protocole, a utilisé des scores de corrélation et cliniques, des scores d'éveil clinique, éveillé, somnolent, endormi, toutes les 15 minutes sur 9 heures de nuit. Il n'y a pas de corrélation, il y a très peu de corrélation avec les données polysomno, c'est-à-dire que dans 56% des cas, on estime que l'enfant est endormi ou somnolent, alors qu'à la polysomnographie, il est éveillé. Donc c'est énorme.
toujours la même équipe, la même étude, la kétamine diminue le temps de sommeil paradoxal. Ça, c'est pas négligeable. Et le temps de sommeil paradoxal est corrélé inversement au taux d'épinéphrine et norépinéphrine. Ça, c'est un peu plus anecdotique, mais quand même. Alors, il y a 2 études sur les patients ventilés avec de la polysomno. En 2004, une étude de faisabilité sur 2 patients qui ont une laryngotrachéoplastie qui sont curarisés. Et ceux-là, on leur fait des polysomnographies 4 jours de suite. Alors, ils dorment la journée, donc c'est là aussi, il y a du sommeil la journée et pas que la nuit. Et pareil, on retrouve une diminution du sommeil profond. La dernière étude sur les patients ventilés, c'est pareil, et là c'est 11 patients 3 à 21 mois, c'est du post-op de chirurgie cardiaque. Ils ont tous des benzos, ils sont tous ventilés, ils ont tous de la morphine. On fait 24 heures de polysomno, c'est les mêmes genres de résultats, 40 éveils par heure. Ils dorment de façon ininterrompue au maximum 194 minutes, donc moins de 4 heures de suite. Il y a une durée cumulée des interventions des équipes qui est de 4 heures par 24 heures, et dans 88% des cas, ça réveille les patients. Pour finir avec cette littérature un peu laborieuse, mais quand même, il y a 2 études qui utilisent des échelles, la Patient Sleep Behavior Observation Tool, qui cote le patient comme éveillé, somnolent, endormi en sommeil non paradoxal ou endormi en sommeil paradoxal. Alors il est validé, a priori, s'il est utilisé toutes les 5 minutes, et pour l'évaluation du nombre de réveils nocturnes et de la durée du sommeil continu. Même type de résultat, temps de sommeil total 7 heures, 9 éveils sur 12 heures de nuit, le sommeil ininterrompu au mieux 52 minutes. Pareil pour cette étude-là. En conclusion, en pédiatrie, voilà ce qu'on a. On confirme qu'on ne dort pas en réanimation, diminution du temps total de sommeil et que l'architecture n'est strictement pas normale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si on prend comme objectif améliorer le sommeil en réanimation, encore une fois, on ne sait pas quel effet ça va avoir sur le pronostic et sur tous les facteurs intéressants qu'on a d'habitude en réanimation. On peut faire quand même plein de choses. On peut limiter les agressions extérieures, le bruit, la lumière, les interventions des équipes. On peut essayer d'utiliser des traitements les moins agressifs possibles et aux doses les minimales efficaces. On peut faire rentrer en jeu les parents et les équipes para-infirmières. Et essayer de restaurer le rythme circadien avec la mélatonine. Il y a plein d'études qui paraissent là-dessus chez les adultes. Pour finir avec mon problème de conscience en réanimation. Donc vous avez bien compris que quand on sédate un enfant, on ne le fait pas dormir en réanimation. Donc la question est, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, comme sont en train de le faire les adultes là, j'ai vu pas mal de présentations là-dessus, où on dit qu'il faut arrêter de sédater les patients en réanimation. C'est-à-dire qu'il faut les laisser réveiller, quelle que soit leur maladie de base, peut-être pas les comateux. Alors c'est un grand retour de balancier, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais en tout cas, probablement que, intuitivement, si on veut améliorer la sédation, il faut trouver un meilleur monitoring, il faut trouver des meilleurs médicaments, des médicaments qui essaient de respecter l'architecture du sommeil, probablement amélioreraient les choses, encore une fois, sans aucune preuve. Pour terminer, une fois n'est pas coutume, l'exemple des gens qui s'occupent de prématurés, puisqu'il y a une étude très récente, une méta-analyse récente, qui compare 9 études, qui rapporte 9 études prospectives comparatives. De 1990, ça a commencé en 1990, en 2011. Le groupe NIDCAP et le groupe prise en charge standard, il n'y a pas d'incidence sur les facteurs qu'on regarde en général, les complications, les durées de séjour, les durées de ventilation et compagnie. Par contre, il y a un meilleur développement psychomoteur à 2 ans et des meilleurs scores comportementaux. Ce qui peut probablement plaider pour ce genre de prise en charge en réanimation pédiatrique. Et encore une fois, les adultes s'y mettent. Merci de votre attention.